Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, à Charlemagne et la peste noire, mais je vous assure, ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, c'est-à-dire en gros de l'année 500 à l'année 1500, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a en fait autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse pour que ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et que ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 108. Hugues et les Normands en Sicile au XIe siècle. C'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Avant même de commencer cet épisode, je tiens à remercier une personne qui en fait a fait que cet épisode arrive aujourd'hui. Je tiens à remercier David. En fait, si vous vous rappelez, auditeurs, auditrices, en 2024, j'avais fait une campagne de financement participatif du carnet Passion médiéviste. J'avais fait des épisodes pour en parler. Et si des personnes prenaient un certain palier, ils avaient droit de me commander un épisode sur le sujet de leur choix. Et David, qui avait pris ce palier, m'avait demandé un épisode sur la Sicile au Moyen-Âge. Donc voilà, même si j'avais très envie de parler de ce sujet de toute façon, quand j'ai vu la proposition de mon invité du jour, je me suis dit « Ah mais oui !» David m'a demandé ça, donc merci encore David d'avoir soutenu Passion médiéviste et de permettre à ce podcast de grandir encore plus. Et donc aujourd'hui, auditeurs, auditrices, alors cet épisode sort l'été, et l'été j'aime bien faire des épisodes où je vous emmène dans des espaces géographiques dont je parle pas souvent dans le podcast, un peu pour vous faire voyager par la pensée. Et donc aujourd'hui on va partir dans un endroit où il fait beau, où il fait chaud, et la plupart du temps c'est la Sicile et l'Italie au Moyen-Âge. J'ai peu parlé de l'Italie dans ce podcast. Alors déjà, pourquoi ? Parce que c'est un contexte historique si compliqué que je vous avoue que des fois je me dis « Oh là là, non, j'arriverai jamais à rendre ça clair. » Enfin, c'est trop compliqué. On a déjà fait les condottiere sur l'Italie, il y en a d'autres aussi. Et donc là, aujourd'hui, on va parler surtout de la Sicile. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Hugues Desligneries. Bonjour Hugues. Bonjour Fanny. Alors Hugues, je te reçois parce que tu as fait donc en 2023 un master en histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre sous la direction de Emmanuel Texier-Duménil, donc un mémoire sur le sujet entre trahison et fidélité, violence et conciliation, l'inédite construction politique normande d'Italie et de Sicile au XIe siècle. Déjà, rien que ton titre de mémoire, on a tout un programme qu'on va un petit peu explorer ensemble parce que oui, des Normands en Sicile, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure qu'effectivement, c'est une vraie histoire et qu'on va explorer ensemble. Déjà, première question, Hugues, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet et pourquoi est-ce que tu as voulu faire un mémoire sur ce sujet ? Alors au départ, c'était un peu un hasard. J'avais fait un séjour touristique à Malte et j'avais été surpris de voir la langue officielle, le maltais, qui est en fait de l'arabe sicilien du Xe siècle, mélangé avec un peu d'italien, d'anglais et de français, encore aujourd'hui. Ouais. Wow. Et donc ça m'a intrigué. Et je voulais étudier Malte à l'époque médiévale avant les chevaliers du même nom. Et donc j'ai commencé à regarder, mais je ne trouvais pas de source. J'ai même contacté un professeur de l'université de Malte et qui m'a dit à un moment donné, non, en fait, il n'y a pas de source médiévale avant le XIVe siècle, donc il n'y a rien. Donc là, j'étais un peu dépité. Et c'est donc ma directrice de mémoire qui m'a orienté du coup vers la Sicile au XIe siècle avec un auteur qui s'appelle Geoffroy Malaterra. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré sur la Sicile. Mais alors Hugues, on l'entend à ta voix, tu es légèrement plus âgé que mes invités d'habitude. Donc, si j'ai bien compris, c'est une reprise d'études. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, après le moment où on fait des études normalement, allez, je retourne à la fac et je fais un master d'histoire médiévale ? Alors c'était un projet de longue date, parce que j'adore l'histoire, c'est ce que j'aurais vraiment voulu faire en réalité. Et donc, tu as fait quoi d'autre vraiment, même vaguement ? Alors moi je suis ingénieur travaux publics. Ah ouais. Voilà, donc, rien à voir. Et du coup, je voulais vraiment reprendre. Je me suis dit, voilà, à 45 ans, quand même, ça serait bien de le faire. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Donc, j'ai pris contact avec l'université de Nanterre, qui m'a dit, OK, mais en fait, comme j'avais fait des petits travaux autres, ils m'ont dit, vous pouvez prendre directement en licence 3.
Et donc c'est ce que j'ai fait, donc tout en travaillant à côté. Wow. Ils ont un super programme d'études à distance qui est très bien fait avec une plateforme super. Et donc voilà, les cours de licence 3, les examens, le master 1 ensuite, le master 2 ensuite, et c'était un vrai plaisir. Enfin moi j'ai adoré en fait. Et tu n'es pas le premier parce que j'ai déjà reçu Alexander Mimoun quand on a parlé des Juifs en Espagne qui avait fait effectivement ce master-là, alors lui qui continue. Et je connais plusieurs personnes, notamment sur le Discord de Passion médiéviste, qui font ces études à distance grâce à Nanterre. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient en faire, il faut juste se renseigner, il faut s'inscrire vraiment. Je crois même qu'on peut faire style chaque année de licence en 2 ans pour vraiment prendre son temps. Et voilà, donc c'est très très chouette. Ok, donc tu t'es dit, allez, je retourne et tu as fait donc ce mémoire-là. Et déjà pour nous donner un petit aperçu, j'imagine que tu n'es pas la première personne à travailler sur ce sujet. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont travaillé sur la Sicile avant toi ? Alors effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur le sujet. Alors j'ai envie de citer en particulier Anne-Lise Neff, qui est professeure à Paris 1 et qui est vraiment spécialiste de la Sicile musulmane et normande. Annick Peters-Custo, qui elle est professeure à Nantes et qui connaît bien l'Empire byzantin, l'Italie du Sud, mais il y a aussi Pierre Bauduin ou François Neveu de l'Université de Caen, et il y a aussi des historiens britanniques et américains qui sont passionnés par le sujet. On peut citer Graham Lodd, Kenneth Wolfe, Jeremy Jones ou Alex Metcalfe, par exemple, qui ont travaillé sur le sujet. Et alors, on va en parler dans tout l'épisode, mais déjà, tease-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu as voulu apporter avec tes recherches ? J'ai voulu comprendre cette irruption des Normands en Italie du Sud et en Sicile. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus et comment est-ce qu'ils ont fait pour créer un royaume ? C'est une histoire que je trouve fascinante, que je ne connaissais pas avant la licence, parce qu'en fait on n'en parle pas en France, je trouve, on ne connaît pas cette histoire-là. On ne peut pas parler de tous les contextes historiques aussi, donc là c'est sûr que là c'est un peu plus éloigné de nous. Je pense que c'est pour ça, on se dit voilà c'est l'Italie, donc c'est moins intéressant, c'est trop loin. Bon. Mais c'est vraiment fascinant comme histoire. Alors j'ai étudié en particulier le comportement des Normands, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans les sources. Ils ont des rituels sociaux pour s'engager réciproquement entre eux, pour garantir une loyauté entre eux, mais comme ils se trahissent souvent les uns et les autres, parce que c'est des fortes personnalités ambitieuses, ils ont aussi des mécanismes pour restaurer la discussion, se pardonner et restaurer le lien. Ça c'est très intéressant de l'étudier dans les sources. On va voir ça effectivement en détail. Alors, déjà, on va plonger dans le contexte de l'époque. Avant même donc l'arrivée des Normands, raconte-nous le XIe siècle. Donc on est en Sicile, juste avant que les Normands arrivent. Raconte-nous un peu le contexte historique de l'époque. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est sur place ? Qui dirige ? Déjà, on va regarder de manière macro, parce qu'il y a des grands blocs autour de l'Italie du Sud et de la Sicile. Et au nord, on a l'Empire romain germanique, qui n'est pas encore le Saint-Empire romain germanique, et en tout cas qui est présent jusqu'à Rome. Ça, c'est parce que Othon Ier, en 962, a voulu prendre la suite de Charlemagne et de l'Empire romain, et donc est allé taper tout le monde jusqu'à Rome pour se faire couronner là-bas. Et il intervient dans la nomination des évêques, en vendant les charges à des laïcs, et il nomme aussi les papes. Et donc il est très présent, voilà, très forte influence jusqu'à l'Italie du Sud. On a l'Empire byzantin, qui est considérable, justement, jusqu'en 1025, on a un empereur qui s'appelle Basile II, Bulgaroctone, c'est-à-dire le mangeur de Bulgares. Donc voilà, il est allé faire une expansion assez forte du côté des Balkans et de la Bulgarie. Et donc il a apporté une stabilité et une expansion, mais après lui, en fait, il n'y a pas d'héritier. Et donc il y a une crise dynastique qui s'ouvre, avec des coups d'État, avec des guerres civiles, et ça c'est quelque chose dont les Normands vont profiter justement. Et en plus, ils sont aussi menacés par les Turcs seldjoukides à l'est, où ils se prennent des revers d'ailleurs assez sévères. Donc vraiment, ça détourne l'attention de l'Italie du Sud. Et on a également un empire fatimide, donc un empire musulman qui est basé au Caire, et qui couvre tout le Proche-Orient, l'Égypte, la Libye, et la Tunisie, et la Sicile. Donc la Sicile fait partie de cet empire fatimide. Et on a aussi, on peut le citer quand même, un empire omeyyade, qui est un autre califat, et qui couvre l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie et les Baléares. Donc ça c'est le contexte vraiment global autour. Et après, en Italie du Sud même et en Sicile, en fait, l'Italie du Sud, elle est fragmentée entre 3 principautés lombardes, 3 petites cités-États qui sont vraiment toutes petites et adossées à la mer, mais qui commercent, qui sont très puissantes, très riches. Donc c'est Gaète, Amalfi et Naples. Et puis des provinces byzantines, donc quand on voit la carte de l'Italie, ça fait comme une botte. Bon, voilà, le talon de la botte, c'est l'Empire byzantin. Ça fait partie de l'Empire byzantin. Et la pointe de la botte aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la Pouille et la Calabre. Et donc, on a cette fragmentation complète, en fait, du sud de l'Italie. Quand je vous disais que l'Italie, c'est compliqué, là, déjà, au XIe siècle, c'est compliqué, quoi. Et la Sicile, plus précisément, en fait, elle est gouvernée par une dynastie de gouverneurs qui
qui s'appelle les Kalbides. Elle dépend de l'Ifriqiya. L'Ifriqiya, c'est la Tunisie d'aujourd'hui. Tout ça fait partie de l'Empire fatimide. Alors il y a un contexte quand même un peu compliqué aussi, comme l'Italie du Sud. C'est que les Kalbides, à un moment donné, disent on veut plus de la tutelle des Irides, donc on veut s'émanciper aussi. Sauf que du coup, les Irides organisent une révolte à l'intérieur de la Sicile, et l'émir est exécuté, l'émir de Palerme est exécuté, et donc il y a des chefs de guerre, qui sont les caïds, qui s'autonomisent, et c'est le début de la guerre civile. Et ça aussi, ça va aider les Normands. Et 10 ans après, on a également les Irides, donc ceux qui sont en Ifriqiya, qui rompent avec les Fatimides. Du coup, en représailles, les Fatimides leur envoient des tribus d'Arabie qui viennent mettre complètement à sac l'Ifriqiya. C'est le chaos complet. Et pareil, eux ne sauront pas réagir quand les Normands vont s'installer en Sicile. Et donc la Sicile, c'est cette grande île au sud de l'Italie. Et à cette époque-là, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'on a comme ville importante, par exemple ? Alors Palerme est la capitale. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, voilà, tout à fait. Donc c'est une île musulmane et qui comprend, d'après les estimations des historiens, 500 000 habitants. C'est pas mal quand même. C'est considérable, c'est une île prospère, il y a un système d'irrigation qui est très bien développé, il y a une production de coton, de chanvre, de légumes, d'agrumes, de vin, de dattes, de pistaches et même de verre à soie, ce qui fait que la Sicile approvisionne toute la Méditerranée en textiles de luxe. Et c'est pas négligeable, effectivement. Et donc, là, on va avoir nos Normands qui vont arriver. Il va vraiment falloir que tu nous expliques, parce que là, qu'est-ce que viennent faire les Normands en Sicile ? Alors raconte-nous d'où ils viennent et pourquoi est-ce qu'ils s'installent en Sicile ? Alors au début du XIe siècle, en Normandie, ça fait qu'un siècle en réalité que les Vikings ont pris possession du territoire. Donc ça fait 4 générations. Mais les Normands des années 1000 ne sont pas des Vikings. Les populations sont mélangées, presque plus personne ne parle le scandinave. Par contre, ce sont toujours des guerriers redoutables, vraiment endurants, et ce sont devenus des cavaliers très expérimentés qui se battent à la lance. Donc ils ont abandonné les bateaux, ils sont cavaliers, quoi. Complètement. À partir de 996 et pendant 30 ans, le duc de Normandie, c'est Richard II. Il est autoritaire et il impose le contrôle sur son territoire. Et en particulier, il instrumentalise la justice. Il interdit les vengeances familiales, les feuds, qui sont punis d'exil et de saisie des biens. Il s'en sert beaucoup, ça permet de récupérer pas mal de biens. Et c'est comme ça qu'il y a un clan qui est celui des Drengo, du côté de Rouen, qui doit quitter la Normandie vers 1015 et qu'on va retrouver en Italie. Et l'autre facteur d'exil, c'est le droit de succession qui favorise l'aîné sur des domaines familiaux qui sont en fait assez petits. Donc il n'y a pas de quoi nourrir les cadets. Et on a un chevalier comme ça qui s'appelle Tancred, à Hauteville, dans le Cotentin, qui n'a pas moins de 12 fils et plein de filles. Alors de 2 femmes quand même. Mais la plupart d'entre eux vont partir justement pour chercher fortune à partir de 1030 vers l'Italie. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils vont en Italie ? Parce que, regardez une carte, Normandie, Italie, ça fait quand même une trotte. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas ? Il y a plus proche quand même. Déjà, il faut dire que le XIe siècle, c'est un monde ouvert. Les gens voyagent. Souvent, quand on évoque le Moyen-Âge, aujourd'hui, on pense que les gens sont très repliés sur eux-mêmes, ne dépassent pas le village d'à côté. Eh bien, pas du tout. On a des religieux, des marchands, des hommes d'armes qui sont fréquemment en déplacement sur des très longues distances. Et n'importe qui peut se lancer, à un moment de sa vie, dans un pèlerinage, jusqu'à Jérusalem, qui n'est quand même pas la porte à côté. Et alors justement, dans le sud de l'Italie, il y a un lieu de pèlerinage dédié à Saint-Michel. Et les Normands, ils aiment bien Saint-Michel. D'ailleurs, c'est pour ça que le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Et donc, il y a fréquemment des groupes de pèlerins qui s'y rendent. Soit c'est leur destination, soit c'est une étape sur le chemin de Jérusalem. Et c'est comme ça que se fait, au début des années 1000, le contact culturel entre les princes lombards et les Normands. Ah d'accord, j'avais pas compris ça, d'accord. Et en fait, les princes lombards, ils sont faibles militairement. Ils doivent résister aux raids des Sarrasins de Sicile. Ils veulent aussi souvent taper leurs voisins. Et donc, ils ont besoin de mercenaires. Et comme on a vu, il y a plein de jeunes hommes normands qui sont disponibles. Et armés jusqu'aux dents, quoi. Et armés jusqu'aux dents. Et donc ils viennent par groupe de 40 à 300. Et ils viennent aussi avec des femmes de la famille, des sœurs ou des tantes. Mais d'ailleurs, l'Italie n'est qu'une destination parmi d'autres. On a d'autres Normands qui vont faire des carrières incroyables, politiques et militaires, dans la péninsule ibérique, auprès des petits royaumes chrétiens qui sont en lutte contre les musulmans d'Al-Andalus, donc notamment Raoul de Tony et Robert Crépin. D'autres vont dans les Balkans, un certain ami de Giovanezzo Iva, ou encore à Constantinople, où on a un Roussel de Bailleul qui va devenir général et membre de la cour impériale. Ah oui, vraiment, ils vont partout, les Normands, quoi. Ils se baladent. Et donc, concrètement, comment se passe
l'arrivée des Normands sur place en Sicile et quelles sont la réaction des populations sur place. Donc tu l'as dit, ils étaient habitués à en voir de temps en temps. Là, ils viennent un peu plus nombreux et un peu plus de façon pérenne. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des soucis sur place. Alors au début, il n'y a pas trop de contact avec la population. Les Normands sont employés par les princes lombards dans des campagnes militaires ou avec les Byzantins aussi contre la Sicile. Donc il n'y a pas trop de contact. Après, on a un premier Normand qui s'appelle Rainulf, du clan des Drengot dont on a parlé tout à l'heure, qui est le premier à recevoir une ville en 1029. Donc il devient comte d'Aversa, près de Naples. Oui, parce que là, en fait, finalement, on a dit tout à l'heure, c'est que là, donc, le prince lombard, ça veut dire qu'ils étaient en Italie et qu'en Sicile, on avait les musulmans. C'est ça. Pour l'instant, on a les musulmans qui sont toujours installés en Sicile. Donc d'abord, les Normands se sont mis en Italie du Sud, c'est ça? Exactement. Et après, en 1040, c'est le prince de Salerne qui fait attaquer la Pouille byzantine par ses mercenaires normands. Et là, on retrouve les fils aînés des Hautes-Villes. Alors, ils sont victorieux et ils s'installent dans 12 endroits qui deviennent des comtés, plus une ville capitale, Melfi, qui est en indivision entre eux. Et à partir de là, ils vivent de pillage dans la région. Et donc là, pour la population, là, c'est l'enfer. Et comment est-ce qu'ils arrivent en Sicile alors? Alors, je saute quelques étapes, parce que d'abord, ils s'installent en Italie du Sud et ils font des mariages avec l'élite lombarde. D'ailleurs, c'est cette élite qui les invite au mariage pour pouvoir se garantir leur loyauté. Et donc, il y a tout un mouvement comme ça où le pouvoir se verticalise, se concentre du côté des Normands et ils vont prendre le dessus sur les princes lombards. Oui, ils sont plus juste simples mercenaires, ils sont vraiment force politique locale, quoi. Voilà, complètement. Et avec leur mariage, ils ont gagné une légitimité sur les Lombards. Et ils ont expulsé progressivement l'Empire byzantin, donc, comme on l'a vu, qui n'est pas capable de réagir. Donc ils l'expulsent de Pouille et de Calabre. Donc la Calabre, c'est juste en face de la Sicile. Et en fait, comment est-ce qu'ils viennent en Sicile? Eh bien en fait, ils sont invités à venir. Parce que de ces fameux caïds qui se battent les uns contre les autres, il y en a un, à un moment donné, qui les appelle en disant « Tiens, venez m'aider ». Et c'est comme ça qu'ils prennent pied, en fait. Donc avec des alliés. Et en fait, ils vont profiter des dissensions entre les caïds pour prendre pied, fortifier leur place et avancer. Et donc ils arrivent en 1061 en Sicile, et ça va leur prendre 30 ans pour arriver à conquérir l'île. Ils refont un peu ce qu'ils ont fait en Italie du Sud en prenant de la place progressivement. Là, ils refont la même chose en Sicile, quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, il y a un historien qui est Graham Lodd, un historien britannique, qui parle d'infiltration normande. C'est pas du tout une conquête, il n'y a pas du tout une razzia avec des guerriers qui viennent. C'est vraiment une infiltration progressive et une mise en place progressive. Et en Sicile, ils vont à la fois avoir une sorte de conquête un peu brute sur certains villages, certaines villes, mais aussi beaucoup de négociations, beaucoup de redditions, une utilisation des uns contre les autres. Et en fait, c'est pas une conquête sanguinaire. Alors, il y a de la guerre d'usure, quelquefois ils vont aller couper les récoltes, comme il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Ils coupent les arbres, ils prennent les troupeaux, etc. Et c'est de la guerre d'usure. C'est la terre brûlée aussi, en mode bon, on rase tout et tout. C'est ça, exactement. Et donc, quand ils arrivent en Sicile, quand ils commencent à s'installer, comme tu as dit, ils arrivent d'abord par quelle ville, par quel coin de la Sicile? J'imagine ce qui est proche de l'Italie, c'est ça? C'est ça, il y a le détroit de Messine, donc vraiment c'est juste en face de la Calabre, cette partie de la Sicile, et donc c'est là qu'ils prennent pied. Et après ils vont progresser petit à petit, donc ils mettent 10 ans à arriver jusqu'à Palerme, donc c'est sur la côte nord. Ah oui, vraiment, ils prennent leur temps. C'est ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup de population, il y a une forte résistance, et en fait les chroniqueurs latins qui ont écrit là-dessus, autant ils détestent les Grecs, ce qui est probablement un reflet de la lutte entre le patriarcat de Constantinople et puis l'église de Rome. Donc les Byzantins et tout ça? Les Byzantins, etc. Ils sont en train de faire leur schisme, justement, qu'on date de 1054, mais en fait qui est assez progressif. Mais autant donc ils détestent les Grecs, autant vis-à-vis des Sarrasins, ils sont plutôt presque admiratifs. Enfin, ils font assez peu mention de la différence de religion, et ils sont plutôt admiratifs de leur capacité au combat. Parce que là, on est même avant la première croisade. On est avant, exactement, et
la conquête de la Sicile, c'est pas du tout une visée religieuse. Certains ont voulu réécrire ça, y compris au Moyen-Âge après, en disant que c'était une pré-croisade, mais en fait pas du tout, c'était complètement infirmé, et on voit bien dans les sources que c'est vraiment une question stratégique d'aller conquérir la Sicile, pour aussi ne pas être victime des pillages, et puis avec l'opportunité d'avoir été appelé par un caïd. C'est une conquête politique et non religieuse. Absolument. Mais alors, du point de vue culturel, parce que quand même, pour le coup, c'est important, là, tu l'as dit, la Sicile, donc à la base, était musulmane. Là, on a des chrétiens qui arrivent. Comment ça se passe, ce mélange ? Est-ce qu'ils font comme en Italie ? Est-ce qu'ils font des mariages et ça passe ? Parce que là, du coup, on est sur du mariage interreligieux, si ça a lieu. Alors, il n'y a pas vraiment de mélange, mais il faut dire aussi qu'il y a déjà une forte population chrétienne en Sicile, surtout dans l'Est et le Nord, anciennement byzantine, et qui est restée sur place, et qui est donc de rite oriental. Et en fait, les chrétiens et les juifs sont tout à fait tolérés par les musulmans. Par contre, ils payent une taxe On revient toujours la thune. Au Moyen-Âge, c'est toujours ça, en fait. Oui, la politique, la religion, non, la thune, avant tout. Exactement, et ils payent cette taxe qui est la jizya. Et quand les Normands arrivent, ils mettent fin à cette jizya pour les chrétiens. Par contre, ils l'appliquent aux musulmans. Ils inversent le système fiscal. Et en fait, les musulmans ne contestent pas, parce qu'en fait, c'est leur propre système. Donc, ils ne le contestent pas. Donc, il n'y a pas du tout de mélange ? Il n'y a pas du tout de mélange. En fait, ce qui définit un homme à cette époque-là, c'est sa langue, sa religion et la justice qui s'applique sur lui. Les communautés ont chacune leur justice, leur langue, leur religion. Elles vivent côte à côte, et ce qu'ont fait les Normands aussi, à ce moment-là, c'est qu'ils vont créer un système de gouvernance qui permettra la coexistence. Et ce qu'on verra pleinement après au XIIe siècle, il y a cette coexistence pacifique qui se fait. Et d'ailleurs, quand les Normands arrivent à Palerme, donc en 1071, c'est une ville très fortifiée, il y a 2 enceintes. D'ailleurs, les Normands ont fait un blocus aussi naval. Pour ça, ils ont dû développer une flotte. Parce qu'on l'a pas dit, en fait, mais les Normands, quand même, j'imagine, voyageaient par mer pour venir là, ou alors ils étaient vraiment passés par la terre à la base, là, quand ils étaient arrivés depuis la Normandie ? Alors, c'était par la terre depuis la Normandie. Ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, certes, ce sont des descendants de Vikings, ils ont complètement oublié le combat naval et la navigation. Donc là, en fait, ils réapprennent, ils innovent aussi, c'est-à-dire qu'ils réapprennent avec des Calabrais, avec des Génois, ils constituent une flotte. Qui, eux, maîtrisent très bien le sujet, quoi. C'est ça. Et donc, ils font le blocus de la ville, le siège dure plusieurs mois. D'ailleurs, il y a une anecdote pendant ce siège, c'est qu'il y avait une espèce de colline assez pierreuse, donc les soldats normands vont camper dessus, et dans la nuit, il y a des tas d'araignées énormes qui sortent de tous les pierres, et les soldats sont piqués de partout, ils sont malades, et donc ils doivent déménager rapidement. Donc c'est un siège difficile. Et donc ils arrivent quand même à prendre pied, mais donc 4 mois ou 6 mois de siège. Donc là, on est vraiment sur une conquête militaire. On est sur une conquête militaire pour Palerme. Donc ça dure longtemps, ils finissent par prendre pied sur la première enceinte, et là des négociations s'ouvrent, et les représentants justement, les anciens de Palerme, viennent discuter, ils acceptent une reddition à condition de pouvoir pratiquer leur culte, et de continuer à avoir leur justice. Et les Normands acceptent. Ils n'abattent pas du tout les mosquées, ils les laissent pratiquer le culte, ils s'appuient même sur les cadis, donc les juges musulmans, qui continuent d'exercer la justice islamique comme ils faisaient avant. Donc on voit bien que c'est pas du tout une visée religieuse. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une réponse politique et militaire ? Parce que là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que les musulmans, ils se laissent faire un peu au fur et à mesure, mais ils s'appuient quand même sur un empire, donc tu as dit les Fatimides. Là, on n'a pas trop de réaction de ce côté-là ? Il n'y a pas de réaction du tout de la tutelle. Et comme on a vu que c'était en désordre justement en Ifriqiya, donc l'actuelle Tunisie, donc il n'y a pas de support. Alors il y a quand même quelques expéditions qui viennent, mais qui sont rejetées à la mer par les Normands. Et en fait, il y a trop de dissensions parmi les Siciliens pour qu'ils arrivent à se coordonner, à faire une vraie résistance. C'est hyper intéressant de comprendre ça. Donc là, les Normands ont pris la capitale. Là, maintenant, j'imagine, ils peuvent s'installer. Est-ce qu'on a des noms de chefs normands de cette époque du XIe siècle ? Alors oui, les grands noms, c'est Robert Guiscard, donc qui est un des frères de Hauteville. Donc bien un nom normand, quoi. Oui, complètement. Et en fait, ils ont tous un prénom, en fait, il n'y a pas de nom à cette époque-là, et Guiscard, ça veut dire le rusé. Donc c'était un colosse qui était aussi extrêmement intelligent et très politique, très fin politique. Et il y a aussi son frère qui s'appelle Roger, frère cadet, à qui il confie la Calabre, et c'est Roger, en fait, qui va conquérir la Sicile. De temps en temps, Robert Guiscard vient l'aider, notamment sur le siège de Palerme, mais c'est vraiment Roger qui va s'installer en Sicile. On retient beaucoup ce nom, Roger, ça me dit quelque chose, effectivement, quand j'ai visité la Sicile il y a quelques années, mais on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Et oui, et pour cause, parce que en fait, c'est le fils de Roger, qui s'appelle aussi de la même manière, et donc qui est Roger II, donc c'est un fils tardif, et qui va lui récupérer au début du XIIe siècle à la fois l'héritage de son oncle Robert Guiscard, qui avait toute la pouille et des principautés, l'héritage d'un autre
normands indépendants, Richard qui était sur d'autres principautés aussi. Tous ces héritages sont rassemblés parce qu'il n'y a plus d'héritiers. Et donc Roger II fonde le royaume de Sicile et le fait reconnaître comme un royaume par le pape de l'époque. Et c'est lui qui crée cette entité politique. Et donc c'est Roger II qui crée aussi cette civilisation brillante du XIIe siècle, donc normande, et qui va rassembler les héritages musulmans, byzantins et normands. C'est-à-dire que Roger II va parler couramment grec, latin et arabe. Il va s'entourer de savants arabes à la cour de Palerme. Il y aura un art florissant justement qui mélange toutes les influences, une architecture brillante. Enfin, c'est vraiment un âge d'or. Mais ça, c'est la période d'après. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent, qui travaillent sur cette période-là, on pourra tout à fait faire un épisode suite de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais d'ailleurs, alors, en préparant l'épisode, tu m'avais dit qu'il y avait un lien assez quand même étroit, et ce qui explique peut-être la fondation de l'Empire, un lien assez étroit entre les Normands et le pape, c'est ça ? Oui, en fait, la papauté est en grande difficulté à cette époque-là, parce qu'elle veut sortir de l'influence de l'Empire germanique. Et donc, ils veulent nommer les évêques eux-mêmes, donc arrêter ces investitures justement payantes, et ils veulent aussi garder la main sur la nomination des papes. Donc c'est ce qu'on appelle la querelle des investitures, et c'est la réforme grégorienne, donc qui était lancée par Léon IX. La fameuse réforme grégorienne, qui est très importante pour toute l'Église du Moyen-Âge. Exactement, qui va imprimer une marque très importante dans toute l'Europe occidentale. On en parle encore aujourd'hui, donc vraiment c'est un gros truc. Et donc ça démarre là en 1050, à côté de cet établissement des Normands, et en fait à un moment donné, Léon IX, qui voyait justement les Normands prendre de plus en plus d'importance en Italie du Sud, prend peur, parce que Rome c'est juste à côté, et donc il réunit une grande coalition avec l'Empire germanique et les Byzantins, et ils attaquent les Normands. Et donc là, tous les Normands se rassemblent, là, ils oublient leur division pour le coup, parce que c'était vital. Ils livrent bataille, en 1053, c'est la grande bataille de Civitate, et contre toute attente, ils vainquent les deux empires. Waouh ! Parce que ce sont de brillants stratèges, parce qu'ils ont la meilleure cavalerie d'Europe, et donc, en plus, cerise sur le gâteau, ils capturent le pape. Mais non ! Et donc, ils vont le garder un petit peu sous la main, en résidence surveillée, jusqu'à ce qu'ils leur reconnaissent leur légitimité. Ah oui, donc tu m'étonnes que là, le pape, il était légèrement sous influence. Complètement. Mais comme à ce moment-là, le pape est en train de se brouiller avec l'Empire germanique, et qu'en plus, il se brouille avec le patriarcat de Constantinople parce qu'ils ont des problèmes idéologiques entre eux, et que les deux veulent la prééminence sur le monde chrétien, à un moment donné, il est quand même démuni. Faut qu'il choisisse au moins un allié dans l'histoire, quand même. Et voilà, et son successeur, du coup, se tourne vers les Normands, qui sont ses voisins. Il se dit, bon, pourquoi pas. Et donc, il y a un traité en 1059, le traité de Melfi, où le pape reconnaît Richard d'Aversa comme prince de Capoue, et Robert Guiscard comme duc de Pouille, de Calabre et de Sicile à conquérir, qui est toujours musulmane à ce moment-là. Oui, donc là, on était juste avant. Okay. On était juste avant. Et à ce moment-là, les Normands deviennent les protecteurs des papes. C'est classe quand même comme titre. C'est classe, et ils vont l'assumer, parce que l'empereur germanique, il nomme des antipapes, et il vient les installer militairement à Rome, et donc les Normands viennent et délogent l'antipape et replacent leur candidat, et donc vraiment ils interviennent, ils viennent à Rome, ils mettent le siège devant Rome. D'ailleurs, à un moment donné, ça dérape un peu en 1084, la population de Rome se soulève contre les Normands, qui viendraient installer un pape, et du coup les Normands brûlent Rome. Oh mais non! 1084, les Normands brûlent Rome. Ah ben on n'en parle pas beaucoup de ça, on parle beaucoup du sac de Rome par d'autres gens, mais là le sac de Rome par les Normands, oui. Mais en tout cas, ils gagnent la légitimité ultime, celle du pape. Et donc là, déjà après la bataille de Civitate en 1053, plus personne n'ose les attaquer, mais en plus ils ont cette reconnaissance ultime, donc là c'est la timbale pour eux. Ah bah oui. Ils deviennent une maison souveraine. Et tiens, parle-nous un peu, parce que c'était ton sujet de mémoire, bien sûr. Là, donc, on a dit, les Normands s'installent progressivement en Sicile, mais j'imagine qu'entre eux, il y a quand même des tensions, que c'est pas tout rose tout le temps. Oui, on peut même dire qu'ils n'arrêtent pas de se battre entre eux. Ah, d'accord. En fait, le fils s'élève contre le père, le neveu contre l'oncle, le frère contre le frère. Et ça, c'est important parce qu'ils sont ambitieux, tous. Donc, ils veulent du pouvoir. Et même sans limite. Bon, en fait, le vrai problème des Normands, c'est qu'ils passent leur temps à se battre entre eux. Ils sont tous très indépendants, indisciplinés, ambitieux, mais comme ils ne forment qu'une minorité par rapport à l'ensemble de la population, ils n'ont pas trop de choix que de se réconcilier. Et garantir la fidélité entre eux, c'est vraiment un objectif essentiel. Et d'ailleurs, le fondement de la communauté politique au XIe siècle, c'est de produire du lien. Et donc il y a des serments, il y a des promesses solennelles, il y a une théâtralisation pour fixer le souvenir dans la mémoire collective. Parce qu'il y a peu de recours à l'écrit. On en trouve des traces dans les sources, notamment pour les mariages, mais pas dans ces cas-là. Là, il faut une théâtralisation pour que tout le monde se rappelle des promesses qui ont été faites. Mais lorsque des trahisons arrivent, donc ce qui arrive souvent, il faut un mécanisme social pour recréer du lien, même lorsque des villes ont été attaquées et que des soldats sont morts. Et donc on trouve dans les chroniques ces rituels de réconciliation. On fait appel à des intermédiaires pour reprendre le contact.
on met en gage des otages de sa famille ou des terres, on se rencontre, on discute, et on renouvelle l'attachement par des serments ainsi qu'un baiser sur la bouche entre les chefs. C'est très explicite dans les sources. Et on voit aussi que la parentèle, c'est-à-dire la parenté élargie, est vraiment sacrée. Pas seulement les frères de sang, mais aussi tout ce qui vient des alliances matrimoniales, donc un beau-frère ou un gendre, fait partie intégrante de la famille et il devient par le mariage un frère de sang. Et quelle que soit sa trahison, aucun membre de la parentèle ne sera jamais tué. Ça, c'est quelque chose qui est constant. C'est-à-dire jamais on tue, même quelles que soient les fautes qui ont été faites, les trahisons, on tue jamais un membre de la parentèle. C'est hyper important comme notion. Oui, c'est très fort, justement. Ils ont vraiment tous ces mécanismes pour arriver à se réconcilier, c'est assez impressionnant. Et si vraiment, il y en a un qui veut pas du tout se réconcilier, donc ça arrive, il y a un cas ou deux, il y a un procès avec une assemblée de pairs, donc un plaid. Il n'y a pas du tout de justice expéditive. Les plaids, oui. Bon, là, je renvoie à Super Lutte Royale où on avait beaucoup parlé des plaids au Moyen-Âge. Oui, c'est pas un tissu tout doux, non. C'est une vraie assemblée d'hommes au Moyen-Âge. Et au pire, ce qui arrive, justement, après ces plaids, c'est la confiscation des biens ou l'exil. Là, on reproduit en fait ce qu'on a vu en Normandie. Pourquoi les Normands sont partis, donc on reproduit ce genre de choses. C'est ça, il y a de l'exil, mais pas de condamnation à mort, pas de punition physique. Et pour revenir justement sur ces alliances matrimoniales, ce qui a permis aux Normands de prendre pied dans l'élite et d'avoir la légitimité, la première chose que fait Robert Guiscard quand il devient le chef des Normands, sur la partie de la Pouille, c'est de répudier sa femme normande, Oh, la pauvre! Pour faire un mariage politique avec une princesse lombarde. Et c'est ça qui lui donne justement la légitimité, parce que ça veut dire que ses enfants avec elle seront issus de la dynastie lombarde, donc il n'y aura aucun problème pour qu'il règne après lui. Cette rumeur concerne directement Sicklegate, l'épouse de Robert, qui chevauchait à ses côtés et était à ses yeux une seconde Pallas, si ce n'est une Athéna. Lorsqu'elle vit les soldats s'enfuir, elle s'en prit à eux avec férocité et d'une voix très puissante leur cria dans sa langue natale ces paroles dignes d'Homère. « Jusqu'où fuirez-vous ? Résistez et battez-vous comme des hommes !» Lorsqu'elle vit qu'ils continuaient de s'enfuir, elle s'empara d'une lance et poursuivit les fuyards au grand galop. Voyant cela, ces hommes se reprirent et retournèrent au combat. Extrait de l'Alexiade, chronique rédigée entre 1137 et 1143 par Anne Comnène. Je voudrais quand même dire un mot sur cette princesse lombarde qui s'appelle Sicklegate, parce que c'est pas du tout une figurante. C'est une femme puissante qui va occuper la fonction de régente à chaque fois que son mari partira en campagne, mais elle l'accompagne aussi sur le champ de bataille. Et Anne Comnène, qui est une princesse byzantine, dont tu as parlé d'ailleurs dans l'épisode 90. Oui, et dont j'avais fait aussi un mini-épisode dans le format Vie de médiévaux. Anne Comnène, on l'adore, elle est super. Et justement, elle parle de Sicklegate dans ses mémoires. Et elle raconte justement une bataille qui se passe sur un rivage en 1081, où une troupe de fantassins normands est en train de fuir devant les mercenaires Varègues, en se précipitant dans la mer jusqu'au cou. Et ils sont ramenés au combat par Sicklegate, qui part au galop avec une lance et qui leur dit « Vous revenez, vous y allez ». Donc elle est sur le front, quoi. Oui, elle est racontée comme étant sur le front, c'est génial. Et elle est aussi dans un combat naval en 1084, où elle a failli être capturée. Elle était aussi aux côtés de Robert, son mari, lors d'une révolte des barons en 1078. Et d'ailleurs, il lui donne les commandes du siège d'une ville pendant qu'il va attaquer une autre ville. Waouh! Et elle était présente au siège de Palerme, en Sicile aussi, dont on a parlé. Donc elle est vraiment là avec lui. C'est vraiment une femme assez incroyable. En fait, on entend peu parler des femmes dans les chroniques de nos moines latins, mais elle vraiment, on en parle, et même Anne Comnène en parle, donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. J'aime bien. Tiens, justement, parlons un petit peu des sources. Là, par exemple, sur cette princesse, donc tu as dit, il y a Anne Comnène, donc qui a fait rédiger l'Alexiade, qui est un texte important où elle parle du contexte de l'époque, elle parle bien sûr de son père et tout ça, qui était Alexis, donc un empereur byzantin. Pour cette princesse-là, tu as eu quoi d'autre comme source qui parle d'elle ? Tu l'as dit, effectivement, c'est déjà très rare qu'on parle d'une femme au Moyen-Âge, alors s'il y a plusieurs sources qui en parlent, c'est génial. Et oui, en fait, ça nous ramène à nos trois sources que j'ai étudiées pour ce mémoire. Ce sont 3 chroniqueurs contemporains des événements, qui sont des moines. Il y en a un qui s'appelle Aimé du Montcassin, qui est écrit entre 1073 et 1080. Un autre qui est clerc et poète, qui s'appelle Guillaume de Pouille, qui écrit lui plutôt entre 1095 et 1099. Et un moine qui est Geoffroy Malaterra, qui écrit exactement pareil, entre 1095 et 1099. Donc plutôt des Italiens ? Plutôt des Normands en fait, parce que, Lombard pour Guillaume de Pouille, semble-t-il, mais on n'est pas tout à fait sûr, et plutôt des Normands parce que les clercs sont aussi importés, si j'ose dire, de Normandie, de Bourgogne, parce que les Normands ne se fient pas
aux Lombards. Donc vraiment, ils avaient amené leurs femmes, si je puis résumer, en fait, leurs scribes, en quelque sorte, pour raconter leurs histoires. Et donc c'est super qu'on ait autant de sources contemporaines. Comment est-ce que tu as travaillé sur ces sources ? Est-ce que tu as pu les croiser ? Est-ce qu'il y avait peut-être des différences entre ces sources ? Il y a des différences. Alors, j'ai pas fait de comparaison entre. Ça aurait pu être une approche aussi de savoir ce que les uns disent, est-ce que c'est vrai ou pas, etc., de voir les comparaisons. Mais en fait, Aimé du Montcassin, il parle essentiellement de Richard d'Aversa et de Robert Guiscard, plutôt sur les principautés lombardes et la Pouille. Il s'intéresse pas à la Sicile. Alors que Geoffroy Malaterra, qui lui est moine en Sicile, lui s'attache à Roger, à la Calabre, à la Sicile. Et Guillaume de Pouille, il est plutôt sur Robert Guiscard contre les Byzantins. Donc ce sont vraiment 3 récits complémentaires. Et ce qui est drôle, c'est qu'aucun des 3 n'a lu les productions des autres. Et ça, on en est sûr, tu penses ? On en est sûr, oui, effectivement. Ils étaient dans des mondes différents. Il y a des commandites différentes. C'est resté assez confidentiel. Oui, parce que des fois, on a la circulation des savoirs et des manuscrits. Parce qu'on voit aussi qu'au Moyen-Âge, quand des gens rédigent des choses, alors peut-être pas pour des chroniques justement, mais qu'on a souvent beaucoup de réemploi d'anciennes matières, d'anciens récits, qui peuvent influencer, où ils aimaient bien en fait vraiment faire une sorte de patchwork. Là, tu penses que c'est pas tout à fait ça ? Alors pas pour la rédaction originale, par contre c'est ce qui va arriver au XIIe siècle. Parce que ces récits-là vont rester assez confidentiels quand même, et rester plutôt en Italie du Sud et en Sicile, mais ils vont être importants en Normandie, et notamment au Mont-Saint-Michel, où l'abbé collectionne ce genre de récits, il les réutilise justement pour raconter les aventures normandes. Et c'est ce que tu dis tout à l'heure, sur parfois les réécritures, notamment sur les conflits politiques et les conflits religieux surtout, qu'en fait quand on regarde les sources, non, il n'y avait pas ça. Non, effectivement, on ne voit pas du tout ce côté religieux dans la conquête de la Sicile. Donc chacun des 3 a son commanditaire différent avec un but différent. Aimé du Montcassin, donc lui il est dans une abbaye, celle du Montcassin, qui est pro-normande, et donc en fait il obéit à son abbé qui veut justifier la nouvelle puissance des Normands, venus remplacer les anciens pouvoirs, et en montrant qu'ils ont le droit pour eux. En particulier la reconnaissance papale de 1059. Mais d'ailleurs, juste en Sicile, est-ce que tu as dit qu'il y avait déjà des chrétiens, donc est-ce qu'il y avait déjà le maillage territorial chrétien qui était installé ? Oui, absolument, c'est ce que les Normands entreprennent. Donc Roger, au XIe siècle, Roger Ier, va tout de suite chercher à réimplanter des églises, à réimplanter des abbayes, et même construire des cathédrales. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que comme les Normands sont protecteurs de la papauté, en fait, il va négocier pour devenir le légat du pape en Sicile, alors ce qui est en complète contradiction avec la réforme grégorienne, puisque justement on ne peut pas avoir de laïc qui décide. Et bien c'est quand même lui qui va décider où il y aura une cathédrale, où on va implanter une église, et il finance ces églises pour refaire un maillage sur toute la Sicile. Ils sont très bons négociateurs en fait, les Normands. Ils sont redoutables. Et donc pour les autres sources, on a qui comme commanditaire ? Pour Guillaume de Pouille, lui le thème c'est le remplacement des Byzantins par les Normands, comme fruit d'une volonté divine, et la mise en valeur de Robert Guiscard. Parce qu'en fait, ça a été rédigé après la mort de Robert Guiscard, à un moment où son fils, qui s'appelle Roger Borsa, est le duc en exercice, mais il n'a pas la même carrure que son père, il est très contesté par les vassaux normands, et par son demi-frère Bohémond, le fils du premier mariage de Robert Guiscard, qui est aussi lui, par contre, redoutable, intelligent et très bon guerrier. Et donc, il y a une forme de légitimation de Roger Borsa, en montrant tout ce qu'a fait Robert Guiscard, et qui lui donne la légitimité d'être duc. Et sur Geoffroy Malaterra, alors si on devait résumer en quelques mots son œuvre, c'est le récit des triomphes de Roger. Donc on n'est pas sur une description objective des faits, on est sur l'histoire de l'ascension de Roger, de simple mercenaire, à maître incontesté de la Calabre et de la Sicile. C'est classe, effectivement. Hein. Voilà, donc c'est commandité par Roger lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, écoute. Hein. Voilà, et derrière, il y a aussi, je pense, l'idée de légitimer le pouvoir pour ses héritiers. Donc là, c'est intéressant parce que le développement de l'écrit au Moyen-Âge, on a plutôt coutume que c'est de dire oui, plutôt 12e siècle. Là, on voit que déjà, à cette époque-là, on est au 11e siècle, l'écrit a vraiment une importance. On veut se légitimer par l'écrit, par les récits. On croit en fait en ce côté écrit. Donc ça veut dire que l'écrit a un rôle dans le social et politique. C'est hyper intéressant de voir ça en creux, quoi. Ah oui, complètement, complètement. Et d'ailleurs, celui dont on parle beaucoup moins, c'est Richard d'Aversa, qui était un prince très important, un protecteur de l'Église, mais il n'a pas fait écrire sur lui, et du coup, on ne se rappelle pas très bien de lui. Oui, c'est que là, en fait, on n'a pas assez de sources, donc c'est important de faire ses propres sources. C'est important, même peut-être aujourd'hui. Hein. Écrivez vos propres archives, si vous voulez qu'on se souvienne de vous, hein, c'est important. Je dérive un peu. Mais alors, justement, pour parler de tes recherches, Hugues, donc, tu étais dirigée donc, par Emmanuelle Texier du Ménil, dont on parle souvent dans ce podcast, parce que vraiment, c'est une historienne qui est assez importante. Comment ça s'est passé avec elle, notamment vu ton profil qui est un peu atypique? Comment est-ce qu'elle t'a dirigée?
Alors déjà, moi j'avais eu en cours en licence, et j'avais adoré ces cours, sur les empires de l'islam. Alors notamment, il y en avait eu un sur les Mamelouks aussi d'Égypte, dont tu as parlé aussi. Tout à fait. C'est absolument fascinant. Sur l'Asie centrale également. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les zones de transition, les zones de contact entre cultures. C'est pour ça que j'ai voulu faire appel à elle. Et alors ça s'est très bien passé. J'étais assez autonome aussi, hein, donc voilà, je travaillais de mon côté. Et de temps en temps, on faisait une visio, on faisait le point, et donc ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce que tu as eu comme difficulté alors dans tes recherches? Alors la difficulté, ça a été de trouver les textes. Parce que il y en a un, celui de Guillaume de Pouille, c'est une édition de 1961. Alors comme j'étais à distance, dans les bibliothèques, même universitaires, à proximité, je ne trouvais pas ce texte de 61. Et donc heureusement, il y a une petite bibliothèque du département d'histoire à Nanterre qui l'avait. Mais alors par contre, du coup, j'ai dû faire le déplacement pour aller la chercher. J'ai pas eu beaucoup de temps pour l'étudier, je crois que c'était 1 mois, et après il a fallu que je refasse le déplacement pour le ramener. Parce que toi, tu habitais où normalement? Alors j'habitais d'abord dans les Yvelines, donc ça c'était pas trop loin, et après à Angers. Mais c'est fou parce qu'on peut dire un texte comme ça, c'est pas disponible sur internet, c'est pas consultable comme ça? Non, j'ai pas trouvé en ligne, nulle part, donc j'ai cherché, donc j'ai un peu stressé d'ailleurs pour le trouver. Et l'autre aspect, c'était sur les chroniques de Geoffroy Malaterra. En fait, il y a eu la première traduction française, elle est toute récente, 2016. Seulement, et d'ailleurs sur Émilie Moncassin, c'était 2015. Ah oui, donc ça explique le fait que ça n'a finalement pas été tant étudié que ça et qu'il y a encore des choses à faire dessus, quoi. Exactement, et ça donne accès au texte. Parce qu'avant, il fallait vraiment être latiniste, même très pointu, pour arriver à déchiffrer les textes. Tandis que là, on arrive vraiment à comprendre les textes. En plus, ce sont des éditions critiques. C'est-à-dire que quand les manuscrits d'origine sont différents les uns des autres, eh bien, il y a vraiment un travail d'édition pour reconstituer les phrases correctement. Donc on a plusieurs versions de ces manuscrits pour le Moyen-Âge. Alors pour Malaterra, oui. Les autres, il y a un seul manuscrit. Donc ça, c'était plus rapide. Et c'est déjà super que ces manuscrits aient été conservés et qu'on puisse les avoir jusqu'à nous aujourd'hui. Et complètement, c'est vraiment à remarquer d'ailleurs, hein, parce que c'est pas facile d'avoir des sources comme ça. Et donc sur Malaterra, en fait, je cherchais donc cette édition en français. Donc j'avais bien la première partie publiée par l'Université de Caen, mais c'était le premier volume sur 2, et il n'y a pas le deuxième. Donc j'étais bien embêté, donc j'ai contacté celle qui a fait cet ouvrage, donc Marie-Agnès Lucas-Avenel, et très gentiment, et vraiment je la remercie, elle m'a envoyé son texte brut non encore édité du deuxième volume. Oh waouh! Donc c'est une belle marque de confiance, enfin, vraiment c'était super. Et donc c'est là-dessus que j'ai pu travailler du coup. Parce que ces textes, ils sont conservés où aujourd'hui, est-ce que tu sais? Alors il y en a un qui est à la Bibliothèque nationale de France, exemplaire unique. Un autre qui est à la Bibliothèque municipale d'Avanches, qui a récupéré les textes du Mont-Saint-Michel. Waouh! Ah oui, donc vraiment très très classe, quoi. Ils ont un texte hyper important dans une, entre guillemets, petite bibliothèque. Ah oui, c'est exceptionnel là-bas, oui, non, c'est vraiment incroyable. Et après, il y a d'autres textes. Alors pour Malaterra, il y a 6 manuscrits. Il y en a certains qui sont en Italie, d'autres en Espagne et d'autres à Besançon. Voilà. Et donc tu n'as pas pu les voir en vrai? J'ai pas pu les voir en vrai, non. Est-ce que ça aurait été possible, tu penses, ou est-ce qu'ils sont trop fragiles pour être sortis maintenant? Je pense qu'ils sont trop fragiles. Ouais. Oui, ils sont quand même abîmés par l'humidité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de ce qu'on appelle une métasource, c'est-à-dire un texte retravaillé et transcrit. Parfois, ce genre de retranscriptions, quand elles sont un peu anciennes, on ressent le besoin de retourner au texte parce que faut revoir. Je renvoie pour ça vers l'épisode que j'avais fait sur la loi salique au Moyen-Âge. Donc, on est sur un texte très important qu'on avait encore aujourd'hui comme traduction et comme retranscription parce que c'est un texte avec plein de sources différentes. Ça avait été fait par un nazi dans les années 40. Et donc, il avait mis beaucoup de ses propres idées dans sa version. Donc, allez écouter l'épisode que j'avais fait avec Magali Coumer sur le sujet et comment, en fait, ça a été très dur pour elle de reprendre tout ce texte. Et du coup, Hugues, maintenant, tu as fini ton mémoire, mais c'était il y a quelques années. Qu'est-ce que tu as fait ensuite et est-ce que tu aimerais poursuivre ces recherches ? Alors, j'aimerais poursuivre, alors pas forcément sur les Normands, mais en tout cas j'aimerais bien faire un doctorat, parce que c'est toujours une passion effectivement. Donc là je suis en train d'y réfléchir avec un sujet qui serait à cheval sur l'époque médiévale et l'époque moderne. Oui, donc tu changes totalement d'époque. Alors je change d'époque, voilà, oui tout à fait, parce que je pense qu'il ne faut pas s'enfermer non plus dans un sujet. Oui, mais ça, en général, parfois on travaille quand même sur un sujet qu'on a fait, parce que comme ça tu as déjà fait une partie des recherches. Non, toi tu veux la version difficile, c'est changer le sujet. Oui, mais aussi parce que j'ai discuté avec certains des professeurs, et pour faire vraiment un doctorat médiéval, il faut maîtriser le latin. Voire dans mon sujet, maîtriser l'italien aussi. Donc ça fait comme 2 difficultés. Bon, tu peux faire la fin du Moyen-Âge, là ça va, ancien français ça passe. Hein. Donc c'est ce que je vais faire, voilà, exactement. Donc tu veux pas encore en parler? Donne-nous déjà un indice géographique, un indice vague. On peut faire un pitch. C'est plutôt l'idée de travailler sur la noblesse française, en se disant que la noblesse féodale a disparu à 80% pendant la guerre de 100 ans, et que donc ceux qui les remplacent, c'est une sorte de remplacement des cadres au XVe siècle, mais qui sont plus au service
du roi et qui sont en gros des fonctionnaires fiscalement privilégiés. On est plus ça, donc c'est pas du tout la même composition sociale et c'est ça que j'aimerais démontrer. Oh, très intéressant. On a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast de noblesse, mais là, ça serait très intéressant. Et alors, pour finir un petit peu, Hugues, est-ce que tu aurais peut-être un conseil, alors je sais que c'est pas facile, mais un conseil de lecture pour le grand public, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient peut-être en savoir plus sur cette histoire médiévale de la Sicile et des Normands? C'est difficile de trouver un ouvrage précis, justement, grand public, parce que dans les recherches, on est plutôt sur des ouvrages assez pointus. Mais par contre, il y a un ouvrage général que je conseillerais, qui est La Nouvelle Histoire du Moyen-Âge, de Florian Mazel, que je trouve vraiment formidable. Et on trouve des choses sur l'Empire byzantin, effectivement sur la réforme grégorienne, sur la Normandie, sur l'Italie du Sud et la Sicile normande. Donc on trouve tous ces sujets-là, en fait. Et ce sont des chapitres assez indépendants et courts et faciles à lire. Mais donc, j'ai l'impression, et on l'a dit pas mal de fois, il reste encore des choses à étudier sur la Sicile au XIe siècle. Donc, est-ce que éventuellement tu aurais peut-être un conseil de sujet qui, pour toi, mériterait d'être plus étudié? Et donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, chercheurs et chercheuses, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller d'aller voir? On peut toujours travailler suivant un angle différent. On pourrait, par exemple, voir quelle est la perception par les Byzantins et par les Arabo-Berbères de l'arrivée des Normands, en trouvant des sources justement qui sont chez eux. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est pas beaucoup décrit, mais il y a sûrement des choses à trouver. Après, les sujets, c'est toujours la projection de nos préoccupations d'aujourd'hui sur une relecture du passé. Donc ça peut être aussi des questions de genre, de climat, de comportements sociaux, de mode de gouvernance, donc il y a plein de sujets qui sont possibles. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les Normands en Sicile au XIe siècle. Donc merci beaucoup Hugues Deslignery. C'était passionnant et peut-être que je te recevrai pour ton prochain sujet, on ne sait pas, mais bonne continuation pour tes recherches. Merci Fanny. Et je le dis, s'il y a des gens qui travaillent donc sur la Sicile au XIIe siècle, parce qu'en fait voilà, là on a parlé vraiment, c'est le prequel, c'est le début. Mais en fait, l'âge d'or des Normands en Sicile, c'est vraiment XIIe siècle. Donc s'il y a des gens qui travaillent sur le sujet, je serais ravie d'en parler avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire une proposition, m'envoyer un petit mail. Vraiment, mon mail, c'est passionmédiéviste, n'oublie pas le S à médiéviste, @gmail.com. Il est, sinon, vous pouvez le voir dans la description de l'épisode, je mets toujours le lien. Ou alors par mon site, passionmédiéviste.fr, il y a un onglet contact. Vous pouvez envoyer comme ça une proposition de sujet, n'hésitez pas. Et donc, auditeurs, auditrices, si vous voulez en savoir plus sur le sujet qu'on a dit aujourd'hui, allez voir sur mon site, donc encore une fois passionmédiéviste.fr, il y aura un article qui accompagne l'épisode. Voilà, il y a une barre de recherche, en haut vous tapez Sicile Normand, vous trouverez l'épisode. On vous mettra des photos, on vous mettra des jolies images et on vous mettra donc une bibliographie pour aller plus loin. Si jamais vous voulez en savoir encore plus, on vous mettra des liens vers tout ça. Et profitez-en, tant que vous êtes sur le site, allez écouter donc si vous voulez les autres épisodes de Passion Médiéviste. On a fait référence à plusieurs épisodes dans cet épisode. Alors on a parlé de serment à un moment dans l'épisode. Vous pouvez écouter si vous voulez l'épisode 67 que j'avais fait sur Byzance au 9e siècle, donc on est un peu en avant, mais où vraiment la pratique du serment, on est l'Empire byzantin, donc là finalement il y a un lien, la pratique du serment était assez présente, donc on avait parlé vraiment, c'était le sujet des recherches de mon invité Alexandre Martinez. Et allez voir, quel que soit le sujet qui vous intéresse en lien avec l'histoire et le Moyen-Âge, il y aura forcément un épisode qui vous plaira. Tapez des mots-clés dans la barre de recherche, vous trouverez des épisodes qui vont sortir comme ça, ou alors vous pouvez aussi vous faire surprendre. Et si jamais aussi l'histoire en général vous intéresse, j'ai aussi 2 autres podcasts, Passion moderniste et Passion antiquité, c'est des flux à part, là il faut les chercher sur là où vous écoutez ce podcast, votre application de podcast ou sur internet, allez voir mes autres podcasts, où là pareil, ce sont des interviews de jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, donc en histoire antique ou en histoire moderne, allez voir tout ça. Et si vous avez envie de soutenir Passion Médiéviste, n'oubliez pas que vous pouvez le faire déjà en parlant du podcast autour de vous, en partageant les épisodes, en partageant cet épisode ou d'autres. Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez sur Spotify, sur d'autres applications. Vous pouvez suivre ce podcast sur les réseaux sociaux. Actuellement, je suis sur Instagram, Blue Sky et encore un petit peu Facebook. Et si jamais vous avez envie de soutenir financièrement, c'est possible à partir de quelques euros par mois seulement ou juste une somme ponctuelle. Ça m'aide énormément pour financer le podcast. Par exemple, les mécènes ont contribué à financer l'illustration de l'épisode du jour qui est fait par Garance Petit, que je remercie énormément, que vous avez entendu peut-être dans certains super jeux de Royal côté moderniste. Ça permet de payer l'hébergement du site et mon temps passé sur les podcasts parce que grâce à vous, grâce au soutien, je peux passer la moitié de mon temps de travail sur Passion Médiéviste et compagnie. Donc ce mois-ci, je tiens à remercier particulièrement Christine, Zoé, Yann, Bernard, Alain, Nelly et Mathias. Merci énormément à vous.
Et si vous aussi voulez soutenir, je vous dis comment faire sur mon site, c'est passionmédiéviste.fr/soutenir. Vous allez sur mon site, vous verrez, il y a dans la barre des menus, il y a une case soutenir, c'est là. Merci énormément aux personnes qui le font. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, dans l'épisode 109, qui sortira début août 2025, on parlera des poèmes mortuaires au Moyen-Âge. À bientôt, salut!